Il est 8h, très bon réveil. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. David Doucan pour le journal de 8h avec 3 titres à la une ce matin. David, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. A-t-on mis la main sur le cerveau des attentats de janvier 2015 ? Peter Sherif, proche des frères Kouachi qui avaient perpétré le massacre de Charlie Hebdo, a été arrêté à Djibouti. Il sera bientôt transféré vers la France. Le principe du Père Noël, c'est qu'il prévoit des cadeaux pour tout le monde. Après avoir cédé aux demandes des policiers, comment le gouvernement pourra-t-il refuser d'augmenter les autres fonctionnaires ? Les syndicats de la fonction publique ont rendez-vous à 9h30 à Bercy. Et puis les dirigeants du rugby français sont actuellement reçus au ministère des Sports après le décès du jeune Nicolas Chauvin, joueur du Stade français. L'Ovalie est contrainte de se réformer. Europe 1. C'était l'un des djihadistes français les plus recherchés, Peter Sherif, soupçonné d'avoir fomenté l'attentat de Charlie Hebdo commis par les frères Kouachi, a été arrêté la semaine dernière à Djibouti. Cet homme, qui se fait aussi appeler Abou Hamza, sera bientôt transféré vers la France. Bonjour Alain Acco. Bonjour. Vous êtes le chef du service police-justice d'Europe 1. D'abord Alain, qui est ce Peter Sherif et quel lien peut-on tisser entre lui et les tueurs de janvier 2015 ? Alors c'est simple, ils ont tous appartenu à la même bande qu'on appelait la filière des Buttes-Chaumont. Dans le 19e arrondissement de Paris, Peter Sherif, père antillais, mère tunisienne, était l'un des principaux protagonistes de cette bande, l'un des modèles aussi, car lui, il est parti se battre en Irak avec Al-Qaïda contre les Américains. Il a été capturé à Fallujah, incarcéré dans plusieurs prisons, notamment à Abu Ghraib. Il s'est évadé, il a été à nouveau arrêté en Syrie, extradé en France. En France, après une longue période de détention provisoire, il a comparu libre à son procès pour l'organisation de filières en direction de l'Irak. Il s'est enfui au dernier jour de son procès, juste avant le jugement. Parti ensuite au Yémen, il est devenu là-bas l'un des principaux cadres d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, et c'est là-bas que l'un des frères Kouachi est sans doute venu le voir en 2012. Ils ont ensuite entretenu des échanges internet, toujours en 2012, mais ces échanges se sont interrompus et on n'a plus de traces ensuite de contact entre les frères Kouachi et Koulibaly et Peter Sherif. Alors on nous dit que ce Peter Sherif ou Abou Hamza va bientôt être transféré en France. Ça veut dire qu'il va être jugé dans notre pays ? Alors ce qui est sûr, c'est qu'il va être extradé dès que possible, incarcéré pour à minima purger la peine à laquelle il a échappé, 5 ans de prison pour l'organisation de filières. Mais en revanche, à ce stade, il n'est pas question de le poursuivre dans le dossier de Charlie Hebdo. Les juges ont bouclé leurs investigations. 15 personnes sont poursuivies dans ce dossier, mais faute d'éléments probants, eh bien Peter Sherif n'en fait pas partie. Merci Alain Acco pour ces informations. Et l'attentat de Strasbourg nous l'a rappelé, la menace terroriste est toujours aussi forte dans notre pays. David. Oui, sachez que 4 personnes sont actuellement activement recherchées, suspectées de préparer un attentat kamikaze dans un aéroport. Des repérages ont eu lieu aux abords de Roissy-Charles de Gaulle. Les 4 suspects seraient actuellement en Allemagne. Bonjour Hélène Kohl. Bonjour. Vous êtes en direct de Berlin pour Europe 1. Le niveau d'alerte vient d'être relevé, Hélène, en Allemagne ? Oui, effectivement, contrôle renforcé partout, notamment dans les aéroports du pays, et tout particulièrement les 4 qui se situent au plus près de la frontière française, Stuttgart, Karlsruhe, car c'est cette zone qui serait la cible des suspects recherchés dans le but de faire une attaque suicide à Noël. Les renseignements allemands ont reçu des informations concrètes de la part de leurs collègues marocains qui leur ont livré des noms, dont ceux de 3 islamistes que la police allemande avait en fait déjà dans le viseur depuis quelques jours. Il y a notamment un père et son fils, originaires de Rhénanie. Jeudi, il y a 8 jours, ils ont été vus à Roissy-Charles de Gaulle en train de prendre des photos du terminal 3. Ils se sont enfuis avant que la police aux frontières ne puisse intervenir. Leur fourgon blanc, immatriculé en Allemagne, appartient à un Marocain surveillé par la police allemande. Quelques jours plus tard, même scène à Stuttgart cette fois. Les caméras de surveillance de l'aéroport ont clairement permis de les identifier. Mais depuis hier soir, ils sont introuvables. Merci Hélène Kohl, vous étiez en direct de Berlin. Pour Europe 1, je vous annonce que l'aéroport de Gatwick à Londres vient de rouvrir pour un nombre limité de vols. Je vous rappelle que l'aéroport avait été fermé depuis hier, à cause des drones d'après-midi, parce qu'il y avait effectivement des drones qui survolaient les lieux. Aux États-Unis, le ministre de la Défense a démissionné. Jim Mattis a évoqué des désaccords profonds avec Donald Trump au lendemain de l'annonce du retrait militaire américain de Syrie auquel il était farouchement opposé.
Et puis, un nouveau coup de théâtre au Japon. Oui, Carlos Ghosn reste finalement en prison. Un 3e mandat d'arrêt a été lancé contre lui, anéantissant ses espoirs de libération immédiate, cette fois sous le motif d'abus de confiance aggravé. Europe 1, il est 8h05. Les mesures d'urgence du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat ont été adoptées, ça y est. Oui, les députés auront peu dormi. Ils ont voté à 4h30 du matin en faveur de la défiscalisation des heures supplémentaires, l'exonération élargie de la hausse de la CSG, la prime exceptionnelle sans aucune taxe pour les entreprises. Et on n'oublie pas la prime d'activité augmentée de 100 €. C'était dans le cadre du budget. Tout cela coûtera entre 10 et 15 milliards d'euros. Le problème, c'est qu'il est difficile d'offrir des cadeaux de Noël aux uns et pas aux autres. Après l'obtention par les policiers d'une augmentation de salaire, les autres fonctionnaires, naturellement, en attendent autant. Les syndicats de la fonction publique sont reçus à 9h30 ce matin à Bercy. Cela va être compliqué pour le gouvernement de leur expliquer que ce ne sera pas possible. Aurélie Herbemont. Quand on a cédé une fois, comment résister ensuite? C'est une bonne question, souffle un conseiller ministériel qui ajoute « On ne peut pas laisser penser qu'on rase gratis ». Le gouvernement a desserré les cordons de la bourse pour les gilets jaunes et les policiers, mais les fonctionnaires qui arrivent tout à l'heure à Bercy ne devraient pas obtenir gain de cause. Une prime pour tous ? Insoutenable pour le budget de l'État, martèle un conseiller. À Bercy, on compte expliquer aux fonctionnaires qu'ils ne sont pas oubliés par les mesures d'urgence. La prime d'activité étendue de 400 à 600 000 agents publics, la défiscalisation et la désocialisation des heures supplémentaires. Il y a une nécessité de prendre en compte les contraintes budgétaires, dit un proche du Premier ministre, qui ironise sur cette marotte du vilain Matignon techno. Une fermeté affichée et en même temps une volonté de ne pas apparaître juste comme des comptables. Un parlementaire s'inquiète. Le toboggan est ouvert. Tous les jours, quelqu'un va réclamer quelque chose maintenant. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Et l'invité politique d'Europe 1 à 8h15 est la secrétaire d'État pour l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, répondra aux questions d'Audrey Caspomat. Par ailleurs, sachez que le président de la République a répondu sur la plateforme change.org à la pétition, vous vous en souvenez sans doute, qui avait tout déclenché, celle de Priscilla Ludowski. La première. La première. Vous avez raison, peut-on lire sous la plume d'Emmanuel Macron votre message? Je l'ai entendu. Eh bien, c'est la suite du journal de David Doucan et 3 jeunes joueurs de rugby sont morts ces 7 derniers mois. Et ce n'est pas rien, c'est grave. Et suite à des chocs reçus sur le terrain, oui. Que faire ? Cela peut-il continuer comme cela? C'est la question qu'on se pose après le décès la semaine dernière du joueur du Stade français Nicolas Chauvin. Bernard Laporte, le patron de la Fédération française de rugby, a annoncé hier qu'il voulait obliger les joueurs à se baisser avant de plaquer afin de ne plus taper au niveau du buste. C'est un changement radical de jeu. Jérôme Lacroix, bonjour. Bonjour David. Vous êtes notre journaliste du service des sports d'Europe 1. C'est là, Jérôme, tout l'enjeu de la réunion qui est en train en ce moment même de se dérouler au ministère des Sports. Roxana Maracineanu reçoit les dirigeants du rugby français. La difficulté, Jérôme Lacroix, ce sera de faire accepter ce changement au niveau mondial, oui, c'est bien cela? Et toutes les aides seront les bienvenues parce qu'on parle là, David, d'un changement majeur. Ce que propose ce rugby français à la Fédération internationale, c'est de changer la règle du plaquage. Il serait interdit de plaquer au-dessus du niveau de la ceinture aujourd'hui. Alors oui, c'est spectaculaire parce que c'est autorisé jusqu'aux épaules avec risque de choc au cervical et de commotion cérébrale. Alors, pour les professionnels, voilà le problème. Il faut l'aval de la Fédération internationale. Mais là, tout de suite, avec la ministre, ça discute d'appliquer la règle au monde amateur, comme un laboratoire pour tester. Et c'est aussi le signal, peut-être, dont le grand public a besoin face à un sport qui semble sombrer dans une dérive violente. C'est ce que dénonce Sébastien Dalgalarondo, sociologue, chercheur au CNRS. Des collisions, ça fait vendre. Hein. On se souvient de Chabal, la chabalisation du rugby, quelque part, c'est ça. Hein. On préfère une grosse collision entre deux monstres qu'une belle passe. Voilà, donc le rugby a changé, il a perdu un peu son âme, il y a des logiques financières, il faut préserver le spectacle et la pub qui se vend avec. Et la Fédération internationale devra trancher vite, parce que la prochaine Coupe du Monde, l'immense rendez-vous, c'est dans 9 mois. Merci à vous, Jérôme Lacroix, pour ces précisions. Nous l'avons tous en tête. Dans 3 jours, eh bien, c'est le réveillon de Noël. Et oui, avec pour bon nombre de nos concitoyens la volonté de se régaler avec des menus et des produits de qualité. Alors les commerçants de la région parisienne passent leur nuit dans le plus grand marché de France, à Rungis, pour pouvoir répondre à la demande. Reportage signé Pierre Herbulot.
Tenir ses commandes, c'est l'obsession de Pascal Placé, propriétaire de plusieurs boucheries en région parisienne. Dans sa main, une liste de courses à n'en plus finir. Des chapons, des dindes, des oies, des pintades chaponnés, des mini-chapons, des poulardes, des poules de Bresse, du gibier, des sangliers. Et là, attendez, vous achetez 30 cailles? C'est 30 colis. C'est-à-dire 300. En nombre de dindes, ça fait combien là? 48, 60, 90, 360. Ouais. 360 dindes. Ouais, pour aujourd'hui, ouais. Il est 5h12 du matin quand Alain, volailler à Paris depuis 40 ans, étudie une pile de foie gras. Ah bah là, il me faut du foie gras absolument, parce que j'ai pas mal de commandes en foie gras. Et là, j'essaie de négocier à droite à gauche, parce que c'est pas facile. Hein. Il y a des camions qui sont pas arrivés, tout ça, alors donc c'est pas facile de négocier. Voilà, dis-moi. T'as du ferme de phalange? Encore en cru? Ouais. Déveiné? Bien sûr. Extra, premier choix, nature. Non, mais il me faut de l'extra. T'en faut combien? Bon, tout 5 boîtes. Allez, vendu. Il lui manque encore des cuisses de canard confite. Alain repart quand même avec plus de 600 kilos de volaille. Tout juste de quoi tenir jusqu'au lendemain matin. Reportage délicieux, signé Pierre Herbulot pour Europe 1. Attention aux crises de foie. Bon, allez.